Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année. Je profite de l'occasion pour vous dire à tous bonne année, meilleurs vœux, beaucoup de bonheur, prospérité et surtout santé pour cette année 2025 et toutes les années qui vont suivre, bien entendu. Et Amel est déjà parmi nous. Hein. Amel, bonjour. Bonjour. Amel, meilleurs vœux. Meilleurs vœux également. Allah يسلمك. Et bonne année à toute l'équipe. Le passage 2024-2025 s'est bien passé? Tranquille. Franchement, tranquille. Sans plus. Bah, sans plus. Sans plus. N'est-ce pas? 31 décembre, C'est une nouvelle 1er année. janvier. Ouais. C'est une nouvelle année, c'est tout. C'est une nouvelle année. Après, En espérant de belles c'est un passage choses. plutôt fluide, on va dire. Hein. Oui. Quelques résolutions, ça fait 15 jours que je te pose la question. Ouais, mais- C'est le troisième vendredi que je te pose la question. J'y suis toujours, hein. Toujours la même chose. Hein. Ah, toujours la même chose. Mais j'ai Sport, pas de résolution pour le moment. pas de sport? On verra. On verra. Je sais que je vais pas le faire, mais bon. Oui, bon. Je l'espère. Allez, On va dire. on va dire qu'on va le programmer. N'est-ce On pas? a encore 12 mois, Oui. n'est-ce pas? J'ai le temps de réfléchir. Pas trop, Jusqu'à hein, l'année Amel, hein. prochaine. Pas trop, hein. Ça va, Amel, ça se passe Ça va bien. On très a passé bien. une bonne semaine. Très, très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de poterie, ça te Oh, dit? j'adore. Ah, j'adore la confection de la poterie. Alors, c'est très sympa et c'est très bien que tu adores parce qu'aujourd'hui, on va parler de la poterie d'un autre angle de vue, si tu veux. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de poterie juste de confection, mais on va en parler comme une véritable thérapie. Ah, d'accord. Et ben voilà, paraît-il que le contact direct donc avec L'argile. la terre est une Ah, c'est forme de bien fait. thérapie. D'accord. Voilà, est une forme de thérapie. Et là, justement, nous allons recevoir un invité qui, lui, a ouvert donc son atelier pour le grand public. Donc déjà pour l'initiation, pour C'est l'apprentissage, mais aussi pour passer du bon temps. Et cette fois-ci, c'est une séance très particulière qui a été faite entre mère et enfant. C'est génial. Donc vraiment, c'est joindre l'utile à l'agréable. Hein. Donc Exactement, déjà, on oui. met la main à la pâte, on va apprendre Faire quelques participer, techniques de poterie, mais aussi passer du bon temps. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps à passer avec la famille, avec du les tout, proches, oui, n'est-ce pas? oui, Tellement dépassé par les événements, on va dire, Exactement, on est pris par que le temps. c'est effectivement une initiative qui permet donc de se retrouver et de passer surtout du bon temps. Donc nous allons parler de ces ateliers de poterie et surtout de thérapie par la poterie. Et alors, je disais, nous avons la chance de fêter 3 fois le Nouvel An par an, Exactement. n'est-ce pas? Oui, il y aura Yenneya Nous avons prochainement. 31 décembre, nous avons Yennayer et nous avons aussi Muharram. Muharram. Voilà, et Exactement. donc durant cette semaine, nous avons effectivement fêté le Nouvel An, donc le réveillon, mais dans très bientôt, ce sera Yennayer. Nos deux fêtes. Nos deux fêtes, effectivement, donc ce sera Yennayer et bien Muharram. entendu beaucoup d'activités et beaucoup d'événements s'organisent autour de cet événement, notamment une très très belle exposition qui compte plus d'une trentaine d'artisans qui seront réunis dans une très belle demeure, Galerie. j'ai envie de dire, Dar Abdel Daif. Ah, bah, la galerie. Voilà, donc c'est vraiment joindre l'utile à l'agréable, encore une Exactement, fois. oui. Et donc, plus d'une trentaine d'artisans seront réunis durant donc, Exposition. voilà, pour une exposition donc, de plusieurs produits du terroir et des produits artisanaux. Nous en parlons ce matin. Et comme chaque vendredi, Samira Hadjamar sera parmi nous ce matin. Elle va nous emmener du côté de Délices. Elle Ah, va nous d'accord. parler donc, de la Casbah de Délices. Et Siham Knouch sera parmi nous également. Elle va encore nous proposer ce beau voyage dans l'origine des Les prénoms. prénoms. Et parfois, on va très très loin. Hein. Ah oui, avec Sihem. Hein, Ouais, franchement. parfois, on va très très elle loin. nous On pense que le prénom est aussi simple. On prend la signification, parce que généralement, les prénoms en arabe, tu as vu, ça a toujours une signification. signification, oui. Et pourtant, ça va loin dans l'histoire. Et bien entendu, comme chaque vendredi, Dr Fathi Ben Achtou sera parmi nous donc pour parler santé. Cette fois-ci, il va s'intéresser aux intoxications, aux différentes formes d'intoxication. Bien sûr, nous sommes en plein mois d'hiver. Et ce qui revient le plus, malheureusement, c'est l'intoxication au monoxyde de carbone. Malheureusement. Aussi d'autres formes d'intoxication, notamment l'intoxication alimentaire, mais aussi l'intoxication aux médicaments. Ah, d'accord. Ah oui, parce que malheureusement, beaucoup de personnes s'adonnent un petit peu à l'automédication, donc sans ordonnance, sans avis médical, et les retombées ne sont pas toujours agréables. Voilà. Exactement. Voilà donc pour le programme de cette matinée, mais sinon, on commence l'année en soleil, avec Ouais. du soleil plutôt. Avec du soleil, oui. Avec du soleil, On voilà. verra bien. Ouais. La grimace d'Amel en dit tout. En dit long, hein. Voilà, en dit long, effectivement. Allez, ce sera juste après cela où on aura un peu plus de détails sur les nouvelles du ciel.
موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et on disait, Amel, le soleil sera au rendez-vous Eh pour oui. aujourd'hui. On se croirait au printemps. Oui, mais il fait Ouais. frais quand même. Hein. Oui, le matin. Voilà, il fait frais froid. parce qu'il n'y a même. pas de nuages, c'est pour Voilà, ça. il fait froid quand Oui, même. Il fait oui. froid. Donc les températures restent saisonnières, mais c'est Exact, juste mais que agréable quand même. agréable, Oui. mais en attendant les pluies. Oui, on les attend avec impatience, on verra Oui, bien. On verra bien. Mais sinon, Inch'Allah. on sait qu'aujourd'hui, le soleil sera au rendez-vous. Au rendez-vous, exactement. Alors un peu plus de détails. Allons-y. Vas-y, c'est à toi. Merci Nour, bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, Météo Algérie prévoit un ciel généralement dégagé sur les régions de l'ouest et le centre, excepté quelques passages nuageux cette fois-ci près des côtes est qui vont donner mais quelques pluies par endroits. Et à noter aussi de la brume en matinée sur pratiquement tous les hauts plateaux, également vers le nord Sahara et des passages nuageux vers les oasis, le nord du Sahara oriental. Mais ces nuages deviendront plus denses mais en soirée. Mais ailleurs, rien à signaler, le soleil s'en donnera à cœur joie. Et à noter des sements de sable vers Tindouf, le Sahara central, le Sahara oriental et tout au long des frontières algéro-maliennes. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt agréables et fraîches par endroits. Le minimum 7 degrés seulement à Al-Bayad, 8 Djelfa, 11 degrés à Batna, 14 à Galma, 10 degrés Constantine et Sétif, 11 degrés à Tiaret, 16 Tizi Ouzou, 17 à Annaba, Alger, 18 degrés à Oran, 19 à Tlemcen. Au sud, le minimum 14 degrés seulement du côté d'Ilizi, 15 Béchar, 16 degrés à Gardaya, 17 Biskra, 18 degrés à Adrar, 19 Tindouf, 20 degrés à Insalah également Janet, 21 Taman Rasset, 22 Bourj Bedjimourtar et 28 degrés le maximum Ingazem. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera peu agitée sur pratiquement toutes les côtes d'ouest en est, avec des vents qui vont arriver jusqu'à 30 km/h sur les côtes est et jusqu'à 40 km/h sur les côtes ouest et centre. Les vents sont du secteur ouest sur les côtes centre et est et ouest à sud-ouest sur les côtes est. On va faire un petit tour cette fois-ci vers l'Amérique du Nord. On aura quelques flocons de neige qui intéresseront la ville de Montréal, des pluies du côté de Vancouver, des passages nuageux à New York, également vers Miami et Mexico, un ciel bien dégagé à Dallas et couvert en Californie. Le mercure, quant à lui, affichera moins 7 degrés à Montréal, 4 degrés à New York et Vancouver, 6 à Washington, 19 en Californie, 16 degrés à Dallas et le maximum cette fois-ci à Miami avec 23 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et on notera donc des températures plutôt stationnaires. Hein. Ça n'a pas changé durant la semaine finalement. Exactement. C'était très stable. Comme on dit, copier-coller. Voilà, durant toute la semaine. Toute la semaine. Durant toute la semaine. Voilà, donc on notera quand même des températures plutôt agréables et du soleil un peu partout sur le territoire. On va le dire. Merci beaucoup, Amel. En attendant l'arrivée de la pluie. En attendant l'arrivée de la pluie, on l'espère, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, Amel. Amel, on se retrouve tout à l'heure. Donc, Avec après le plaisir. journal télévisé du midi, après celui de 19h. Demain, Et au demain, Bonjour d'Algérie. comme d'habitude. Allez, à tout à l'heure. On continue. Ce sera pause musicale comme d'habitude.
Cette fois-ci, nous allons ouvrir en votre compagnie, donc page santé, en compagnie du docteur Fethi Benachnou. Aujourd'hui, il a choisi pour nous les intoxications au sens large donc, du terme, et nous allons en parler dans un petit moment, juste après cela. Docteur, bonjour, bonne année, meilleurs vœux. Surtout en matière de santé. Surtout, et de bien-être. Ça va de soi. La bonne santé donne... Vous savez que la santé, c'est un état de bien-être. C'est un état de bien-être, c'est une définition qui dure depuis les années 70. Universelle, hein, une définition universelle. Effectivement. Alors aujourd'hui, docteur, vous avez choisi pour nous les intoxications. Alors quand on parle d'intoxication, la première chose à laquelle on pense, ce sont les intoxications alimentaires. Et pourtant, les intoxications, c'est quand même un spectre un peu plus large que les intoxications alimentaires, n'est-ce pas? Et pourtant, je n'aime que toi, la fameuse chanson de Charles Aznavour. Et pourtant, oui, ça c'est important. Il faut élargir parce on entre dans des habitudes qui restreignent les mots. Oui. Dans le sens où, dès qu'on parle intoxication, ça veut dire alimentaire. Ça veut dire diarrhée, vomissement. Là, quand vous avez, par exemple, tous, on a vécu ça après avoir été dans un mariage, manger un couscous, ou là, dans un restaurant, ou quelque chose comme ça, on a diarrhée, vomissement. Immédiatement après, une heure après. Là, vous pouvez remercier Dieu, vous avez de la chance. Effectivement. C'est des trucs. Mais le pire, c'est quand il y a on reste dans les intoxications alimentaires. C'est à distance, vous allez manger quelque part, ou vous allez manger une cochonnerie, c'est vers 3h, 4h du matin, vous vous réveillez. Non pas avec envie de vomir ou là. Non, c'est une détérioration de l'état général. Soit vous avez des douleurs transfusionnelles, comme on dit, soit vous avez un refroidissement, soit vous suez, soit il y a toute une... Là, ça commence à être un peu plus dangereux. Alors là, il ne faut pas tout de suite aller vers les petits sachets de poudre blanche ou bien les comprimés. Non, ça, il faut éviter. S'il y a cet état de fait pour vous, là, pour votre proche, attention, ça c'est dangereux, il faut aller à l'hôpital. Ça, c'est important. Deuxièmement, je vais revenir au premier stade, manifestation, c'est-à-dire tout de suite après où vous vomissez. Là, ce qu'il faut faire, je donne tout de suite le traitement, le comportement, c'est de boire beaucoup d'eau, le maximum d'eau. Et même, beaucoup me disent, ah non, mais je vais vomir cette eau. Mais c'est très bien. C'est comme quand on a une bouteille sale, on la secoue et l'autre... C'est comme un lavement d'estomac, finalement. Un lavement d'estomac, c'est aussi simple que ça, que d'aller courir à des petites poudres blanches ou bleues ou vertes, ou je sais pas. Donc, il y a ça. Ça, c'est les intoxications traditionnelles. Quoique, il faut dorénavant... c'est ce qu'on appelle en anglais les food trucks, c'est-à-dire les camions qui vendent de l'alimentation. Je crois qu'il faut être extrêmement sévère. Exigeant sur le plan hygiène. Sur le plan hygiène, les gens qui travaillent là-bas, ça c'est extrêmement important. On a ensuite les intoxications beaucoup plus graves, parce qu'elles ne s'expriment que plus tard dans le temps, à distance. Et par exemple, je vais vous dire, un comprimé de paracétamol provoque une intoxication. Mais on n'en parle pas. Nous, l'intoxication, c'est je fais le geste exprès. Non, ça va... C'est toujours effectivement lié à l'intoxication alimentaire, mais là, on va vers une autre forme d'intoxication, c'est l'intoxication aux médicaments. Médicaments, surtout le paracétamol, qui donne une cirrhose hépatique. Le foie, vous savez, il est très mort, mais là, je m'excuse, je vais taper, il devient aussi dur que ça, c'est un cancer. Et là, c'est une intoxication beaucoup plus grave que le fait de vomir ou d'avoir une petite diarrhée. Deuxièmement, ça détruit le foie. Vous avez aussi des intoxications aux médicaments. Par exemple, si on prend des corticoïdes, vous allez bousiller avec le temps, je m'excuse, mais c'est le terme, vous allez bousiller votre rein.
Ça, c'est important. Et les médicaments pris, je crois que c'est pour ça que j'ai insisté de ne pas me restreindre aux intoxications alimentaires, parce qu'il y a tout un wagon d'intoxications longues. Une chose, il y a des intoxications, tenez-vous bien, surtout chez les enfants, les intoxications au virus. L'enfant a des diarrhées, il perd de l'eau pratiquement, mais on est en hiver. Mais pourquoi les gastro-entérites n'existent qu'en été? Mais ça passe, et là c'est un virus, excusez-moi, je vais lui donner son nom, c'est le rotavirus qui sévit en hiver. Et là aussi, c'est extrêmement important. Ceux qui s'occupent de cet enfant doivent avoir les mains propres, une hygiène excellente, ne pas trop balader cet enfant ou une salle de fête, ou le prendre avec soi dans un resto, ou tout ça. Ça, c'est très important pour éviter cette intoxication qui est due à un virus. Juste, je reviens, docteur, si vous permettez, aux intoxications aux médicaments, donc paracétamol pas particulièrement, puisqu'on en parle beaucoup. Alors, comment on reconnaît que c'est une intoxication qui est due à un médicament? C'est très vite reconnaissable quand c'est dû à une alimentation qui est malsaine. Très bien. C'est là où l'intelligence artificielle n'a pas son rôle. C'est là, pour répondre à votre question, ce qui est extrêmement important, c'est l'interrogatoire du patient qui est en face de vous, qui est en face de vous. C'est l'interrogatoire. Et nous, on nous a appris que l'interrogatoire d'un patient pour répondre aux préoccupations, c'est comme un interrogatoire policier. C'est le meilleur interrogatoire, c'est point par point, et trouver des preuves, trouver des recoupements, c'est ça qui est important. Alors, comment savoir? On va demander est-ce que vous prenez des médicaments? Ah oui, moi je suis accro, parce qu'il y a des femmes, à cause d'un mal de tête, arrivent migraines, généralement. Comment? Les migraines, généralement. Les migraines, tout ça. Attention, il y a des migraines avant les règles. Il y a des femmes qui vous disent que je sais, j'ai mal à la tête. On prend tout de suite el cachet arras. Je le dis, c'est-à-dire le comprimé de la tête, du mot de tête. Je crois qu'à partir de là, vous avez des informations. Ensuite, en général, les patients, et surtout nos grands-mères, les femmes âgées, elles viennent avec un sachet de médicaments qui est dans leur sac. Vous voyez que, pourquoi je dis l'intelligence artificielle n'a pas son mot à dire, c'est parce que c'est l'intelligence humaine est bien formée, une oreille attentive et compétente. Voilà les règles. Et ça, c'est important. On retrouve un petit peu s'il y a cette hyperconsommation, cette consommation irrationnelle. Ça, c'est les termes de l'OMS, consommation irrationnelle des médicaments. Et Dieu sait si elle est répandue dans notre société. Donc, on revient encore une fois on va dire, à la dangerosité de l'automédication. Très dangereux parce que le simple comprimé de paracétamol, même les enfants maintenant, maman, tenez paracétamol et vas-y que je te donne les antibiotiques, tout ça, le simple comprimé, il faut savoir que ce comprimé, ces gouttes que je prends, c'est des produits chimiques qui vont interréagir dans le fonctionnement de mon corps et avec le temps, ils risquent de détruire certains organes. Par exemple, maintenant, il y a la toux. Les gens vont tout de suite vers les sirops, ces fameux sirops qui sont très dangereux et qui peuvent donner des problèmes assez graves parce qu'une toux doit... Vous voyez, intoxication, pourquoi il nous parle des sirops, pourquoi il nous parle des toux? Une intoxication, c'est une perturbation volontaire par l'automédication du fonctionnement du corps. Et il ne faut pas restreindre. Parce qu'on a tendance, moi je crois que dès qu'on dit intoxication, c'est intoxication alimentaire, c'est vomissement, diarrhée. Non, l'intoxication, elle peut être sournoise. Alors justement, là vous me tendez la perche, docteur, par rapport à cette intoxication sournoise. On va parler d'une autre forme d'intoxication. Une autre forme d'intoxication, malheureusement, qui coûte très souvent la vie à beaucoup de personnes, qui est l'intoxication au monoxyde de carbone. Cette fois-ci, nous sommes en plein mois d'hiver, enfin
nous sommes en pleine saison hivernale, pardon. Voilà. Et là, encore une fois, on voit qu'il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation autour de cette intoxication sournoise. Le mer'oub, Oui. nos personnes âgées disent le mer'oub. Oui. C'est ça. Avant de répondre ça, c'est très bien. Moi, j'aimerais insister sur le fait qu'il y a des intoxications qui peuvent entraîner des toxicomanies. Et surtout, cette présence éhontée, cette présence anargique de ce qu'on appelle les boissons énergétiques. Ce n'est pas des boissons énergétiques, c'est des boissons qui contiennent des excitants, entre guillemets, et qui entraînent une intoxication qu'on appelle toxicomanie dans le sens où c'est un autre. Pour répondre à votre question qui était, rappelez-moi, Le monoxyde de carbone. Le monoxyde. L'autre intoxication sournoise. Voilà. Ça, c'est très... Intoxication, vous voyez que c'est un élément extérieur qui va pénétrer dans notre corps par voie buccale ou par voie respiratoire nasale et qui va entraîner, là, ce n'est plus une intoxication. Si on laisse, ça va entraîner la mort, hélas, et on le voit. Pourquoi? Rapidement, il y a les globules rouges qui, eux, transportent l'oxygène. Quand je respire, j'aspire de l'oxygène qui va être répandu et versé dans la circulation sanguine. Mais là, l'oxyde de carbone, c'est un produit des gaz, qu'on appelle mer'oub, c'est l'oxyde de carbone, qui va entrer en compétition avec les globules rouges et il va les chasser et il va prendre la place. Or, l'oxyde de carbone ne transporte pas de l'oxygène. Donc la personne ne reçoit plus une respiration normale, ne reçoit plus sa dose d'oxygène et ce qui entraîne vers là. Les signes de l'intoxication, c'est tout, c'est progressif. Vous êtes, je sommeille, je me sens lourde, je me sens... Et le pire, c'est que les gens ferment les fenêtres, ferment les trucs. Donc vous voyez que l'intoxication est présente. C'est une agression, c'est une injection, entre guillemets, de produits mortels, toxiques dans le corps humain. Et il ne faut pas, surtout au niveau de mes confrères, tout ça, combattre cette idée de restreindre une pathologie à un élément. Parce que il y a un truc automatique dans notre tête. Intoxication, c'est alimentaire, point à la ligne. Et moi, j'ai voulu, à travers cette chronique, montrer qu'il faut, surtout pour mes collègues et consoeurs et confrères, qu'il faut élargir et il faut être... Surtout, actuellement, dans notre société, où il y a des comportements agressifs vis-à-vis de notre corps, vis-à-vis de notre système respiratoire, de notre foie, et c'est des organes fondamentaux dans notre existence. Et donc tout ça, c'est encore une fois grâce à l'interrogatoire, on va dire, que le médecin donc, aura avec le patient. Bon élève. Voilà. J'ai un bon enseignant, hein, moi, j'ai toujours dit. J'espère que mes consoeurs suivent votre exemple. J'ai un très très bon enseignant, alors je profite au maximum. Alors justement, donc plusieurs types d'intoxication et aucune intoxication ne ressemble à l'autre. C'est la cause. C'est la cause et donc l'impact est toujours différent. Est toujours différent et c'est fondamental. Et même quand on suspecte une intoxication alimentaire, il faut faire son enquête. Qu'est-ce qu'on a mangé, qu'est-ce qu'on a... Et un élément sur lequel on doit insister dans les restaurants, même les mariages, ça c'est le rôle du BCH, du bureau communal, c'est ce qu'on appelle le repas témoin. Tout ce que vous allez servir aux gens doit être mis au frigo, un plat témoin, au cas où, et la réglementation, alhamdoulilah, en Algérie, on est très bien organisé, au point de vue règlement, loi, comportement, structure. Il y a des structurations, BCH et autres, on a l'Institut Pasteur, mais il faut aller sur le terrain. Ce qui doit nous guider, c'est la réalité du terrain, pas de dire, moi j'entends des gens, mais il y a la loi 42, 52, je raconte n'importe quoi, c'est des chiffres, il y a la loi 1942, mais d'accord, il y a la loi, ok, mais est-ce qu'elle est appliquée? Et certaines fonctions, médecins, techniciens, restaurateurs, doivent justement veiller à l'application de cette loi. Un repas témoin, je crois qu'on oublie ces choses-là. Par exemple, dans les
j'aime pas dire cantine scolaire, restaurant scolaire, scolaire. c'est la nouvelle appellation. Les restos universitaires, attention, l'université, vous avez une large population. Et c'est grave s'il se passe des... Et hélas, on l'a vu dans le passé, on n'entend plus parler, pourvu que ça dure, dans les cités universitaires, les restaurants universitaires. Il y avait un moment où on ramenait des gâteaux qui étaient toxicants, si je puis dire. Et il y a eu, je ne vais pas citer les wilayas où ça s'est passé, mais on est passé. Mais depuis quelques années, je crois que c'est assez strict. Le COUS, on ne l'appelle plus le COUS. Comment on l'appelle? Le transport étudiant. Le COUS, celui qui s'occupe. Le COUS, c'est le transport étudiant, mais celui qui s'occupe de l'habitat, des restaurants universitaires. Ça, ils sont beaucoup plus modernisés. Oui. Alors, on va terminer sur une autre forme d'intoxication, docteur. Là, c'est une photo quand même qui est assez expressive. Elle est juste en face de vous. Oui. Voilà, assez expressive. Donc, une autre forme d'intoxication aux produits détergents, par exemple. Non, je vous remercie. Oui, il faut remercier la régie. Hein, donc c'est eux qui travaillent sur ces photos. Je crois que maintenant, en plein hiver, on doit être prêt à la saison d'été. Oui. Parce que saison d'été, c'est quoi? Il fait chaud, on a soif. Oui. Tout ça, c'est naturel, normal, physiologique. Et quand on a soif, et surtout... hélas, avec tout mon respect, la maîtresse de maison, on a tendance en Algérie à transvaser la bouteille de Javel, la bouteille à transvaser, on met de l'eau ou inversement. Et un enfant, il faut savoir une chose, c'est que l'enfant, par exemple, celui que vous avez montré, les enfants sont très attirés par les couleurs. Et ils sont curieux, effectivement. Et ils sont curieux, et surtout les couleurs, ils sont attirés. Et il a tendance à avoir soif, il trouve une bouteille avec une eau claire et il va boire. Non, les contenants où il y a eu de la Javel ou un truc comme ça, il faut les jeter. Il y a même, c'est très grave. Les jeter ou ne pas mettre à portée d'enfant, parce que généralement, c'est en bas qu'on les met, mais il faut juste les déplacer. Attention, moi je préfère aller jeter, parce que même des adultes, votre mari ou votre fils rentre du travail ou de la rue rapidement, il a soif, et on a tous été comme ça. Quand on a soif, on cherche éperdument à boire quelque chose pour étancher la soif. Et le simple fait, parce qu'il y a des choses, par exemple, on met de la Javel dans un truc qui n'est pas... on boit. Vous savez ce que ça donne? C'est quelque chose d'extrêmement difficile, c'est les ulcères de l'œsophage. C'est quelque chose qui est fréquent. Et il faut faire attention. Alors, quand vous allez brûler, je ne vous souhaite pas et je ne souhaite pas l'œsophage de vous ou bien de votre enfant, c'est pas une galère, c'est quelque chose de très, très dangereux. Après, c'est toute la qualité de vie qui va être impactée, effectivement. Complètement perturbée. Voilà, donc, vous voyez que les intoxications, je crois qu'il faut être clair dans sa tête et penser que l'intoxication est surtout peut survenir dans un endroit, c'est ce qu'on appelle les intoxications domestiques. C'est l'endroit où on est rassuré pour nous, pour nos enfants, pour notre entourage. Vous pouvez avoir quelqu'un qui ne voit pas bien. D'ailleurs, on en avait parlé, docteur, on va terminer sur ça, on avait parlé en votre compagnie, c'est à la maison où beaucoup d'accidents finalement peuvent arriver. Et donc là, encore une fois, c'est ce qu'on appelle les accidents du nid, le nid. Et ça, c'est les plus grands accidents de véhicule, c'est lorsqu'on se rapproche de son domicile et tout de suite, on est rassuré et ça se trouve. Et donc, la sensibilisation continue et donc là, ça a été un timbre-poste qui a été émis par Algérie Post, encore une fois, pour sensibiliser aux intoxications alimentaires. Récemment ou dans le temps? Alors, il est récent. Très bien. Très bien. Voilà. Enfin, mais pas très récent. Qui utilise les timbres? Les collectionneurs comme moi. Très bien. Les collectionneurs comme moi. Voilà, docteur, donc on termine. Voilà. Une chose merci pour beaucoup. terminer. Alors le thème, c'était pour me faire plaisir. Hein. Merci beaucoup, la régie. Alors, on termine très rapidement, docteur. On peut imprimer ça, dans les timbres fiscaux qui sont très utilisés. Dans les timbres fiscaux peuvent transmettre ce message. Et effectivement. Merci beaucoup, docteur. Docteur, on se retrouve vendredi prochain.
Inch'Allah. Inch'Allah. Avant de nous quitter, des vœux ou résolutions pour cette année 2025? Moi, Bien-être, santé, surtout la santé et qu'on soit conscient de ce qu'on vit sur Terre, de nos gestes, de notre comportement. Il faut être conscient de ça. Effectivement. Merci beaucoup. Orbestar. Inch'Allah, ya Rabbi. Merci beaucoup, docteur. On se retrouve vendredi prochain. Inch'Allah. On continue. Cette fois-ci, c'est notre ami Lamia Boudbouda qui a rencontré quelques citoyens qui ont partagé avec nous leurs vœux et leurs résolutions pour l'année 2025. Je vous laisse voir donc ce compte rendu de Lamia Boudbouda. On se retrouve juste après. Je souhaite tout d'abord au peuple algérien mes meilleurs vœux pour 2025. J'espère que tout le monde se portera bien et surtout de bonnes choses le Sha'b Hadé ou le Bled. Que le pays se développe, que le pays puisse retrouver une très bonne santé et beaucoup de bonnes choses. إن شاء الله نتمنى في سنة حلول السنة الجديدة 2025 إن شاء الله نتمنى الازدهار الجزائر وراهي في تطور مستمر. Beaucoup de bonheur pour tous les Algériens, sans exception. Pour les Algériens en général, j'aimerais que Inch'Allah, le bled va dans une direction où nous le gars concentré sur un objectif commun qui va faire développer l'Algérie sur tous les aspects, que ce soit le qaraya, que ce soit l'industrie, ça ce serait comme on dit le rêve. Et pour moi et ma famille, ce serait Inch'Allah, de me concentrer sur mes études, sur mon objectif. نكمل فيها باسكو بور لو مومون ماني نشوف حتى حاجه واحده اخرى غير القرايه اي سافا كونتينيو كوم سا ان شاء الله العام الجاي والعام اللي من بعد حتى نكملها. يكون ينتشر الاحترام بيناتهم ويعيشوا دائما في هنا. نتمنى يدومها ربي نعمه علينا. هابي نيو يير. باغي نصير في السبور ونصير في القرايه هذه. Vos résolutions pour 2025? Inch'Allah, une bonne santé et faire beaucoup de bonnes choses, du sport, des activités, se balader, se promener, essayer de découvrir de nouveaux endroits. Moi, mes résolutions, premièrement, c'est bien sûr la santé. C'est le primordial. Oui, la paix dans le monde. Inch'Allah, notre pays sera prospère. En 2025, ce que j'ai envie, نبني با بيرسوناليتي نكون انتيك مع كاع العباد نسيي ندير المليح مع كاع العباد نعاون كاع العباد المهم شغل الخير اللي نديرو عاود يولي لي انني حاب جوج جو ريوسي ما يحب والو في الدنيا الجنه وجو ريوسي او نفرح والديا Sérénité, santé, prospérité, comme on dit, réussite et une petite pensée aux Palestiniens, surtout les gens de Gaza, les pauvres qui souffrent. Inch'Allah, je leur souhaite ربي ينصرهم ربي ينصرهم ويحفظهم. الجزائريين كامل غرب شرق جمال جنوب كل الشعب الجزائري نتمنى له يعيش سعيد وفي هناء ولاباس عليه وما خصو والو. تمني الصحة تمني الهنا ان شاء الله بسكوس جديدة دياوين صحة لهنا دياوينوك عيني الهني في مورت ان شاء الله. 2025 ولا جي بلان دي بلون جي بلان دي زيديال 2025 باللي ما درتهمش في حياتي كاع عيتيك منها العمره حابين ندير عمره ان شاء الله ندي والديا العمره لي بارون ربي يحفظهم لي ان شاء الله. ماذا بيا نافونسيو اكثر مش رانا ونوليو عندنا اسم كبير ان شاء الله في البلاد. ان شاء الله داري تكمل فيفريي 2025 ونسكنها en construction راهي في لا فينيسيون مي ان شاء الله تكمل في فيفريي. ان شاء الله تدخل علينا بالصحه والهنا وان شاء الله نفوتوا عام خير من العام اللي فات وان شاء الله الحفظ والسلامه لبلادنا وتحيه الجزائر. Et voilà, de retour sur le plateau, c'était donc des vœux, des résolutions de quelques citoyens que Lamia Boudbouda a rencontrés. Et cette fois-ci, donc, il y a quelques instants, nous avons parlé de santé. Cette fois-ci, nous allons parler de bien-être, pourquoi pas. Et cette fois-ci, ce sera donc avec de la poterie, en pratiquant la poterie en famille, avec des amis, pourquoi pas. Et donc, nous allons en parler en compagnie de notre invité, M. Amin Chawati. Bonjour, marhaba bik. Merci pour l'invitation. Marhaba, marhaba. Alors, c'est convivial, hein, vous me disiez. Le nouveau décor. Oui, oui. Alors, notre nouveau concept studio avec les deux espaces snack, l'espace poterie, c'est pour avoir
complètement tout le pack sorti pour les familles. C'est pour vraiment les gens. joindre l'utile à l'agréable. Voilà. Hein. Donc c'est vraiment une séance de bien-être complètement prise en charge, j'ai envie de dire. Oui, complètement. Voilà. Alors justement, au niveau de... Alors vous êtes potier à la base, vous avez fait les beaux-arts, vous Oui. disiez, n'est-ce pas? Voilà. Alors parlez-nous un petit peu de ce parcours, de votre relation déjà avec la poterie. Alors à la base, mon grand-père est céramiste, Rabbi Rahmo. Allah yarhamou sali. Alors c'est de famille, hein, finalement. Oui, et par hasard, moi, j'ai suivi un peu ça. J'ai fait l'école des beaux-arts, j'ai fait l'option en céramique. Après, j'ai fini ma formation de porcelaine en Chine. Magnifique. Et par hasard, j'ai toujours eu des ateliers de céramique. Et par rapport à la période Covid, j'ai eu tellement d'appels, de demandes pour Oui. découvrir cette spécialité que j'ai décidé d'ouvrir mon atelier pour tout le monde et pour tout âge. Donc ça a fait un studio poterie. Oui, certainement. Donc, alors ce qui est intéressant, le fait que vous ayez ouvert votre espace à tout le monde, c'est qu'on peut venir en famille, on peut venir avec des amis, et donc ça crée un petit peu cette convivialité autour de cette activité. Oui, oui, complètement. Donc voilà, on propose ça à tout le monde et on propose ça pour tout âge et surtout pour s'amuser, en même temps pour apprendre sérieusement. Alors justement, donc finalement, vous proposez un peu les deux volets. Donc on peut se professionnaliser, vraiment en faire un métier carrément. Et à côté, donc pour d'autres personnes qui viennent juste pour on va dire, une séance de bien-être. Ça peut être une sortie pour Ça peut être une découvrir sortie. la poterie, pour s'amuser. On peut faire un abonnement pour apprendre sérieusement la spécialité. Alors la spécialité, donc poterie, céramique, porcelaine, il y a plusieurs spécialités ou Non, c'est ou de la poterie. C'est de la c'est que poterie. de la poterie. Et c'est de la céramique en même temps. D'accord. Donc Voilà. oui. toutes les étapes jusqu'au four. Oui. C'est ça. Non, donc les gens viennent, on leur explique qu'est-ce que c'est la céramique. On leur montre des techniques. Alors il y a deux techniques. Il y a la technique du modelage et il y a la technique du tournage. D'accord. Voilà. Alors le tournage, c'est très connu, c'est très répandu, j'ai envie de dire, chez nous en Algérie. Nous avons de bons tourneurs en Algérie. Oui, oui. Alors c'est une technique artistique pratiquée par plusieurs artistes chez nous. Oui. Et quand ils viennent, les gens chez vous, ils préfèrent le modelage ou le tournage? Alors ça dépend. Ils préfèrent le travail manuel du modelage. Et il y a ceux qui préfèrent la machine pour faire la machine parce que ça les fascine un peu. On voit souvent ça à la télé. C'est vrai que c'est fascinant, donc voir la machine qui tourne comme ça, et puis il faut être très rapide, il faut être... Après c'est un geste très gracieux, hein. Oui, et c'est un il beau faut geste à voir. beaucoup de concentration. Oui, beaucoup de concentration. C'est ça, parce qu'un faux geste, on peut perdre l'ouvrage après, n'est-ce pas? Il faut beaucoup d'entraînement. Beaucoup d'entraînement, oui. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant finalement d'aller enfin pour ceux qui veulent se spécialiser, bien sûr, d'aller vers plusieurs séances. Oui. Alors, peut-être que les gens ne connaissent pas la spécialité, mais il suffit qu'ils viennent toucher, ils découvrent, et voilà, ils se disent pourquoi pas apprendre cette spécialité et voilà, peut-être faire ça comme hobby. Oui, voilà. Hobby, et puis pourquoi pas un métier par la suite. Oui, D'autant plus qu'il y a un grand retour vers tout ce qui est artisanal en Algérie. Oui. C'est très prisé, l'artisanat, la poterie particulièrement, parce que c'est à la fois utilitaire et décoratif, n'est-ce pas? Voilà, alors notre ami Lamia Aboudbouda est venu vous rendre visite dans votre studio, n'est-ce pas? Et bien justement, Lamia Aboudbouda, notre ami, a rendu visite à notre invité Amine Chawan dans son atelier, dans son studio, et elle nous en parle dans ce reportage que je vous laisse découvrir. On se retrouve juste après. Cheveux attachés et tablier obligatoire. Ils sont prêts à écouter attentivement les explications du maître des lieux, le céramiste Amine Chawati, qui dans cet atelier rassemble parents et enfants pour un moment signé art et partage. Toutes les argiles qu'il y a sur terre, lorsqu'on طيبهم في الفور يتحولوا إلى هذه المادة الصلبة اللي اسمها la céramique. Pendant cette période de vacances, j'imagine que les parents cherchent des activités pour leurs enfants et surtout des activités à faire avec leurs enfants. Et comme l'activité de poterie est une activité très conviviale, très intéressante et déstressante après un trimestre de travail. Au studio poterie, adultes et enfants doivent créer un objet à partir de la technique du colombin, utilisée depuis la préhistoire.
عجبني دوك شويه راني خممت كي نكبر نولي فنان ونولي نخدمها. On peut même essayer le tour. Ainsi, les enfants développent leur dextérité, imagination et concentration. Oui, c'est très satisfaisant et ça fait du bien pour mes mains. C'est très agréable. Bon, l'idée, c'était d'essayer d'occuper les enfants pendant les vacances. Moi-même, je suis très manuelle, c'est-à-dire je fais de la couture, de la broderie, tout ça. Et aussi d'éloigner aussi les enfants du téléphone, des écrans et tout ça. Parce qu'il faut l'alternative. Un moment de partage que semblent apprécier Lemia et sa fille Emina. À la base, je suis quelqu'un de manuel et ma fille aussi. J'ai voulu l'encourager. Alors, j'ai voulu partager avec elle un moment, mère-fille, parce que à la base, la poterie me plaît beaucoup. Je pense que c'est tout ce qui est créatif aide les personnes à s'apaiser. Ça fait du bien. Ça me permet de m'exprimer, de faire ce que je veux, de fabriquer quelque chose que je veux, que j'ai en tête. C'est de mettre en vie quelque chose que j'ai en tête. De Béjaïa, Hanan et ses deux filles ont profité des vacances pour assister à cet atelier. J'aime bien cette activité, ça stimule la création. Je remercie beaucoup maman de m'avoir ramenée ici. J'espère pouvoir revenir les vacances prochaines. C'est vraiment un moment merveilleux. Je suis venue de Béjaïa pour les vacances scolaires, pour profiter un peu qu'elle découvre aussi Alger. Et aujourd'hui, j'ai choisi l'atelier de poterie spécialement pour qu'elle s'amuse, qu'elle apprenne les travaux manuels et tout. Au-delà des effets apaisants de l'argile, les enfants auront appris à croire en leur potentiel et à célébrer leur réussite. Voilà, donc c'était un reportage de notre ami Lamia Boudbouda qui a visité donc, cet atelier. Vous avez vu, donc, on le disait pendant que le reportage passait, Amine, que c'est beaucoup de bien-être, c'est beaucoup d'apaisement. Donc c'est le contact direct avec la terre finalement qui a cet impact, on va dire, positif sur cet apaisement. Oui, le travail de poterie de céramique, c'est avec un matériau très naturel qui est l'argile. L'argile est un matériau très naturel. Donc le contact avec ce matériau fait beaucoup de bien-être, puisque c'est un matériau naturel comme l'eau. Oui. Donc ça réveille un peu nos sens. Et quand on réveille nos sens, je suppose qu'on se sent mieux. C'est comme aller à la plage ou aller à la forêt, manipuler de l'argile, c'est un peu le même effet. Donc ça fait que du bien de manipuler de l'argile. Voilà, on l'a vu, hein, donc les enfants qui nous disent que c'est satisfaisant, qu'ils se sentent bien, qu'ils sont tout contents. On a même eu l'un des garçons qui voudrait en faire un métier à l'avenir. Donc il y a eu quand même un impact très voilà, il y a le important. côté où on s'amuse. Oui. Et ils croient que faire ce métier, c'est s'amuser. Oui. Oui. Donc voilà. Bon, mais c'est déjà pas mal, hein, donc de façonner comme ça l'avenir d'un enfant, de se voir qui pourrait... Après, on peut toujours avoir un métier et avoir un métier artisanal à côté. Ah oui, complètement. Mais surtout, je suis content par rapport à cette catégorie d'enfants comme mes enfants. Oui. Ils sont surtout sur des jeux vidéo, sur des téléphones, sur du numérique. Alors le fait qu'ils aiment travailler de l'argile, ça fait vraiment plaisir de recevoir. Voilà, finalement, comme vous le disiez, donc là, vraiment, c'est leurs sens qui sont réveillés, puis ils laissent libre cours à leur imagination, à leur créativité. Voilà, pour leur développement psychique et tout. Bien sûr, comme je disais, on est beaucoup sur des téléphones, sur des réseaux sociaux, sur des écrans, et on n'utilise pas beaucoup de matériaux naturels. Donc ça permet de s'initier à un matériau et de demander après à utiliser de l'argile ou à faire une pratique artistique. Effectivement. En quittant le studio poterie. Alors, les enfants qui sont venus vous voir, qu'on a vu dans le reportage de notre ami Lamia Boudbouda, c'est leur première séance avec vous. Oui, ça c'est une séance baptême, oui. Voilà, pour séance découvrir. baptême, mais on a vu qu'ils avaient quand même beaucoup de dextérité, qu'ils se sont intéressés, qu'ils ont très vite appris la technique. Donc, et pourtant, ils étaient quand même nombreux. Mais pourtant, vous êtes là du cas par cas. Donc, vous les prenez un par un, vous expliquez un par un, n'est-ce pas? Donc,
Expliquez-nous un peu comment se fait ce transfert de technique et de savoir. Alors déjà, dedans, le concept, ce n'est pas une école. Oui. Donc les parents ne vont pas emmener leurs enfants à l'école. Même pour les adultes, ils ne pensent pas aller à une école. C'est pas une discipline. École, c'est contrainte. Voilà. Donc c'est studio poterie. Déjà, il y a l'étage où il y a le snack. Ça veut dire qu'on peut proposer à quelqu'un d'aller prendre un sandwich, par exemple, et il se retrouve à faire un travail sérieux, à découvrir une spécialité. Et surtout, les gens, quand ils viennent, ils connaissent la poterie à travers les médias, à travers la télé et tout. Donc moi, il y a 5 minutes, 10 minutes où j'explique ce que c'est la poterie, ce que c'est la céramique, c'est quoi les argiles, voilà. Et après, je fais des démonstrations. Donc je montre deux techniques. Et comme ça, les gens qui participent vont acquérir une certaine technique pour pouvoir travailler pendant 2 heures et réaliser déjà un petit objet et avoir une idée sur un peu leur capacité ou l'envie de pratiquer encore cette spécialité. Après, c'est très intéressant parce qu'ils repartent avec un objet, avec un ouvrage qu'ils ont fait eux-mêmes et toute la satisfaction est là finalement. Oui, alors il y a en même temps le moment passé, donc le souvenir qu'il y a dans la tête, et en même temps la réalisation faite de leurs mains, voilà. Donc de réaliser un peu leur imagination. Il y a cette satisfaction d'avoir dans les mains le produit imaginé avant qu'ils ont fait la eux-mêmes. séance. Donc Voilà. c'est un peu travailler sur la confiance en soi de ces enfants-là. Complètement. C'est comme un bébé qu'ils ont voilà, fait. Effectivement. Voilà. C'est un peu leur bébé. Oui. Voilà. Et surtout qu'il y a eu quand même cet accompagnement par les mamans, donc ça permet aussi de passer plus de temps avec sa famille. Voilà, complètement. Donc quand les gens viennent en famille, viennent entre amis et tout, ils travaillent ensemble, ça permet cette interaction, ça permet parce que avec ce monde moderne, je crois que tout le monde a moins d'interactions en famille et tout. Donc ça, c'est l'occasion de faire une sortie, de faire de l'interaction avec les membres de la famille, avec ses enfants, les frères, les sœurs entre eux. Donc voilà, ça fait cet esprit convivial. Effectivement, et ben justement, là, vous allez avoir beaucoup de travail les jours à venir parce que les enfants, ils ont bien envie de revenir, vous voir et faire d'autres séances. Oui, bien sûr, ça nous fait vraiment plaisir de recevoir les gens et de les revoir encore. Avec très bien. Plaisir. Donc, on se donne rendez-vous durant la semaine où vous pouvez, donc, au niveau de votre atelier, recevoir d'autres personnes qui pourraient vous contacter et participer à ces ateliers. Donc, ce n'est pas que pour les vacances, hein, c'est tout au long de l'année. C'est toute l'année, on les reçoit. Alors, on fait des séances en groupe. On est obligé de travailler par groupe. Les gens juste réservent. On est sur les réseaux, sur Instagram, avec le compte Studio Poterie Algérie. Les gens nous contactent et réservent pour venir assister. C'est un peu organisé. C'est organisé, certainement. Voilà, certainement. organisé. Ça reste quand même un transfert de savoir. En tout cas, on vous souhaite une très belle continuation. Je vous remercie. Pour tout ce que vous allez entreprendre, bravo. Donc déjà, de pouvoir transférer donc, toutes ces connaissances et ces techniques à ces enfants. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Très belle continuation à vous et on vous dit très bientôt, Inch'Allah. On continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de Sharia. Et c'est Samia Bouarour qui nous y amène dans ce reportage. On se retrouve juste après. Le temps d'un week-end à 1550 mètres d'altitude, le parc national de Shri'a vous offre un dépaysement total. Dès notre arrivée, la beauté des montagnes enveloppées de brume nous a fascinés. Un véritable spectacle naturel s'offre à nous. Avec ou sans neige, cet endroit continue à charmer ses visiteurs un peu plus pendant les vacances. C'est la première fois نجي لهنايا الشريعة عجبتني بزاف même شفنا صوالح ما كناش شايفينهم من قبل. On est venu de Tipaza et j'ai des invités qui sont venus d'Oran et c'est pour la première fois qu'ils ont visité cet endroit magnifique. J'ai déjà entendu parler de cette réserve et là, je la découvre réellement. عجبوني les singes et la nature. C'est la première fois que je viens ici. Je suis venue en voyage organisé. Je suis fascinée par la nature.
S'étendant sur plus de 26 000 hectares, ce parc national situé à seulement 50 km au sud-ouest d'Alger demeure une destination très privilégiée des amateurs d'aventure et de découverte. C'est la nature, c'est très beau, c'est une... D'ailleurs, je suis habitué, donc je viens à chaque fois que j'ai un peu de temps libre, je ramène mon fils pour un petit peu profiter de cette nature, de cet endroit. Même s'il n'y a pas de neige, la nature est magnifique. C'est une découverte, ce parc magique. Le parc de Chréha recèle un important potentiel de biodiversité. Il existe 816 espèces de flore au sein de cette réserve, dont 15 espèces protégées. Cèdres, pins, alep et autres. Sans oublier la richesse phonétique très variée avec la présence de 394 espèces, dont 49 espèces protégées, aigles, singes, hyènes et autres. Ce site est connu par ses forêts verdoyantes, mais aussi pour son calme. Chacun y trouve son compte, les familles, la jeunesse, les sportifs ou tout simplement les amateurs de la nature, comme nous d'ailleurs. Nous pénétrons dans les bois, un endroit qui coupe le souffle, qu'il faut absolument préserver. Il n'y a rien à dire, hein. Nous avons un très beau pays, donc on profite à chaque fois dès qu'on pourra, donc on profite. C'était vraiment fabuleux, c'était magnifique. Viva l'Algérie! Merci. Voilà, c'est donc une virée à Chréha, c'est un reportage signé Samia Bouarour et je vous le disais ce matin, dans quelques jours nous allons célébrer Yennayer. Plusieurs activités seront organisées autour de cet événement, notamment une très belle exposition artisanale qui se tiendra dans une très belle demeure, la villa à Habd el-Taïf. Et nous en parlons en compagnie de l'organisatrice, une grande amie à l'émission, Lydia. Bonjour, comment ça va Lydia? Bonjour. Ça se passe bien? Toujours active Lydia, Allah Hibarak. On essaye. N'est-ce pas? En premier lieu, j'aimerais souhaiter une bonne année 2025 à tout le monde, vraiment à tout le monde. Et j'espère que cette année, ce sera un meuble bois. Inch'Allah, ya Rabbi, bonne année, meilleurs vœux, Merci. beaucoup de santé, surtout prospérité. Inch'Allah. Alors Lydia, toujours au rendez-vous quand il s'agit d'événements particuliers, oui. Voilà, d'événements particuliers, surtout pour faire la promotion des produits artisanaux qui sont toujours aussi magnifiques et aussi accompagner les artisans, n'est-ce pas Lydia? Exactement. Donc cet événement me tient particulièrement à cœur. Yennayer a une saveur vraiment très profonde, très enracinée pour nous les Algériens. Oui. Donc c'est un événement qui va débuter ce vendredi, c'est-à-dire pas demain, pas aujourd'hui je veux dire. Oui, pas aujourd'hui, ce sera dans une semaine. Dans une semaine, donc le 10. Le 10, exactement, à 10h30. J'aimerais donc inviter tous ceux qui sont sur Alger et les environs de venir nous rendre visite. Ça va être formidable. Certainement. Il va y avoir pratiquement une soixantaine d'artistes, totalement différents l'un de l'autre. Ils vont adorer la diversité, la qualité. Je tiens à le dire et à redire. La qualité de ces artistes est vraiment incroyable. On le sait, Lydia, tu es très exigeante quand il s'agit de faire des expositions et des salons d'artisanat. C'est important. Oui. C'est important qu'il y ait différentes sortes d'événements. Et le mien, il est basé sur le côté technique. C'est-à-dire non seulement l'artiste fait de son mieux pour les réalisations, mais il va au-delà de ça pour essayer de donner le meilleur de son savoir-faire. J'essaye d'aller vers des artistes qui ont quand même une certaine technicité et ça se ressent donc dans leur façon d'exposer. Donc tout ce cocktail-là va être mis en avant pour le week-end prochain, c'est-à-dire vendredi, samedi
et dimanche. 3 jours, on Trois n'a pas jours. d'excuses, Lydia. On n'a pas d'excuses. Pas d'excuses. Pas d'excuses. Alors Lydia, pour cette fois-ci, comme tu nous as toujours habitués, ce sera des artisans qui vont venir de plusieurs Plusieurs régions wilayas. d'Algérie. Plusieurs wilayas. Donc, Qsantena, Tlemcen, Ouaharan, Togourt, Alger, oui, Alger et même Beaumer. En fait, ce sera une carte nationale qui sera représentée au niveau de Dar Abd el-Latif. Et Déjà, Dar Abd el-Latif, le lieu à lui seul déjà est exactement. majestueux. Donc, Il y a aussi des personnes qui ne connaissent pas Dar Abd el-Latif. Effectivement. Ils se trouvent juste tête Maqam Shahid. Oui. C'est En entre Maqam face, Shahid le et le musée musée, des Beaux-Arts. voilà. Pas l'école des Beaux-Arts, parce qu'il Le y a musée. certains Ouais. qui pensaient que c'était au niveau de l'école des Beaux-Arts. Non, non, non. Le musée des Beaux-Arts. Il suffit juste de mettre sur Voilà. le Maps Villa Abd el-Latif, Dar Abd el-Latif, et vous allez directement venir et passer ce beau moment avec nous. Il va y avoir du prêt-à-porter traditionnel, du prêt-à-porter moderne, de la céramique, de la confiserie. Alors là, il y a 5-6 personnes qui vont mettre en avant le culinaire, pas traditionnel, un petit peu moderne, mais c'est bien aussi de donner la chance à ces personnes-là. On se régale. Hein. Après, comme le dit si bien l'adage, plutôt الجديد حبوا القديم لا تفرط فيه. Exactement. Il faut avoir un petit peu des deux. Un petit peu, exactement. Il y a des bijoux, des artistes. Il suffit juste de voir déjà ma page, voilà. l'éclat de verre, vous allez avoir une idée de ce qu'il va y avoir comme représentation pour le week-end prochain. Du Hambel avec donc le Sirocco du Nord, du cuivre martelé. Ah ça c'est magnifique, le cuivre martelé. Voilà, le verre soufflé, le cuivre martelé. Il y a une diversité incroyable pour cet événement. Alors justement, une diversité incroyable et ça va, j'ai envie de dire, à la hauteur de l'événement lui-même, parce que l'événement lui-même c'est beaucoup de couleurs, c'est beaucoup de saveurs, c'est beaucoup de senteurs, surtout, n'est-ce pas? Oui, et ben en parlant de senteurs, il va y avoir des artistes qui font des bougies, ça sent très 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 bon. Ça sent très bon, effectivement. Il y a des bougies. Donc, il n'y a pas une catégorie qu'on a mis de côté pour cet événement. On a essayé, voilà, une grande diversité. On a essayé de ramener chaque catégorie, une dizaine, 5, 6. Ça dépend de l'activité. Il y a des personnes où ils ont besoin d'être seuls, mis en avant pour cet événement. Il y en a d'autres qu'on peut mettre en groupe. Et ce sera tout Dar Abd el-Latif. Ça sera une très très belle balade. Il y a tous les coins, il va y avoir des artistes. Donc, Medkhla, pratiquement le Kharja, vous allez découvrir et j'espère apprécier cette exposition vente. Ne serait-ce que pour aussi soutenir nos artisans, parce que ça reste un élément de notre identité aussi, Lydia. Totalement. Même si c'est une petite chose. Si c'est une petite chose, ça peut encourager à continuer son activité. C'est ça. C'est très très important. Venir encourager physiquement, prendre sa carte, c'est le minimum. Et demain, ah tiens, j'ai pris la carte de tel artiste, je peux la recontacter et après continuer à faire les ventes avec elle ou sur place. Ça peut toujours encourager. Mais surtout, faut venir. Découvrir, parce que c'est là où ça nous donne des idées. Ah tiens, j'ai pas ça chez moi. Ah tiens, pour Yennayer, je vais acheter ça. Des petits cadeaux aussi. Quand on veut offrir, généralement, on peine à trouver des idées cadeaux. Et donc là, il y a de ça quoi. Pourrait être, voilà. Là, il y a vraiment de quoi se faire... Inspirant. Oui, inspirant. Là, il y a de quoi se faire plaisir et il y a pour tous les budgets. Les rôles, c'est cher. C'est pas possible. Vous avez de 200 dinars. De 200 dinars à, je sais pas, il y a des budgets jusqu'à 15 000 dinars, quelque chose comme ça. Ça reste dans les budgets pour chacun. Vraiment pour chacun. Après, c'est selon les besoins aussi. Donc, on peut vraiment passer un bon moment. C'est une belle balade. C'est un moment convivial. Venez en famille.
c'est très important de venir en famille pour faire découvrir le savoir-faire algérien à la nouvelle génération. Oui. C'est quelque chose que je répète à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Il faut faire découvrir, il faut être fier de notre art, parce que là, alhamdoulilah, ça commence. Hein? Ça commence, les gens connaissent le savoir-faire algérien et achètent de plus en plus algérien. Mais il faut transmettre ça à la nouvelle génération. C'est ça qui va pouvoir nous faire encore plus vivre et continuer ce travail-là avec la nouvelle génération. C'est pour ça qu'il faut venir en famille, entre amis. On est voilà pour donner, faire connaître toutes ces activités. Effectivement, comme on l'a dit, encore une fois, pour encourager déjà les artisans et les artisanes qui seront sur place, d'autant plus qu'on est servi. Donc il y a plusieurs catégories, donc grande diversité, j'ai envie de dire, de produits qu'on pourra mais bien sûr, trouver. Et en ça, on a affaire directement à l'artiste lui-même. C'est pas des revendeurs qui seront sur place, c'est directement avoir affaire à l'atelier. Oui, on peut, voilà, parce que parfois on est curieux, surtout quand il s'agit de saveurs ou d'épices qu'on veut prendre ou de confiseries qu'on veut prendre. On a bien envie de savoir de quoi c'est fait. Comment c'est fait, donc ça. Exactement. On peut poser des questions sur place. Oui, c'est l'avantage. On peut poser directement à l'artiste. Les gens sont motivés pour donner en fait toutes ces explications. C'est important pour l'artiste de se sentir que le client se sente concerné par ce qu'il fait. Voilà, par exemple là c'est l'affiche. Oui. L'affiche, donc l'affiche de l'événement. Donc le vendredi, samedi et dimanche 10, à Dar Abdelatif. Voilà, donc on rappelle que ça va se passer le 10, donc vendredi prochain. Le vendredi prochain. Voilà, vendredi prochain. J'invite spécialement pour les gens pour venir le vendredi pour qu'ils puissent se faire plaisir à l'avance pour Yennaïr et garnir après à ce moment-là leur table de plein de choses. Donc, marhaba bikoum. Voilà, on rappelle, c'est mine de rien une soixantaine d'artistes qui seront présents. Qui seront présents. Il y a des produits bien-être, il y a de la céramique, il y a du prêt-à-porter, il y a de la confiserie comme j'avais dit, il y a des huiles essentielles. Oui. Ça c'est quand même important. C'est très tendance en ce moment, les huiles essentielles. Et puis il y a beaucoup de personnes ça par un professionnel, parce que c'est pas évident de trouver quelqu'un qui travaille justement sur ce qu'il fait. Donc c'est la famille Couider en plus qui sont spécialistes dans les huiles essentielles. Donc il sera là liesse. Je ne peux pas donner juste deux trois noms comme ça parce que c'est une soixantaine, mine de rien, voilà. Donc qui seront présents. Inch'Allah, on rappelle juste le rendez-vous. Donc ce sera vendredi prochain à partir de 10h30. Donc ce sera le 10 janvier à partir de 10h30. Oui. Et ça va continuer jusqu'au 12. Jusqu'au 12. Donc le vendredi, on est là de 10h30 jusqu'à 18h30. Très bien. On fera la pause de ta salade, mais on est sur place, c'est-à-dire les gens pourront tourner, discuter avec nous. Voilà, ça ne s'arrête pas. Donc, et les 3 jours, ce sera pareil. Et la fin, ce sera le 12 avec Rihat ta Yennaïr Batba. Inch'Allah, ya Rabbi. En tout cas, rendez-vous pris pour le week-end prochain. Le week-end prochain. Lydia, merci beaucoup et bravo encore une fois pour tout ce que tu fais. Avec grand plaisir, je suis là pour eux. Merci beaucoup Lydia, donc on se retrouve le week-end prochain. Le week-end prochain. Donc au niveau de la villa Dar Abdelatif. Voilà, exactement. La villa Abdelatif. Merci beaucoup Lydia. Quoi. On continue et donc cette fois-ci nous allons nous intéresser à travers un reportage que Samia Bouharour nous propose sur la restauration donc du palais Mustafa Bacha. Je vous laisse voir donc ce reportage, on se retrouve juste après. En charge des travaux de restauration, la wilaya d'Alger œuvre à réhabiliter l'ensemble des monuments archéologiques et sites historiques situés dans le secteur sauvegardé de la Casbah d'Alger. Nombreux projets ont été réceptionnés et d'autres sont en pleine restauration. À l'exemple de ce palais nommé Dar Ahmed Pacha. On est au début de l'opération, donc à peine 2 mois.
de lancement de l'opération. Donc on est aux travaux préparatoires pour entamer les travaux de restauration. Et avant tout cela, on va entamer, Inch'Allah, les travaux de confortement, de réhabilitation et de consolidation de toute la structure verticale et horizontale avant de passer aux éléments décoratifs qu'on est en train de récupérer, de démonter et trier. Donc on va passer juste après les travaux préparatoires qui sont la protection des différentes colonnes. Par exemple ici, les différentes colonnes en marbre, elles sont protégées en latérosaux et du plâtre et polyène bien sûr. Donc on va passer après aux travaux de récupération, de restitution et de restauration des différentes menuiseries, éléments décoratifs. Redonner son lustre d'antan à ce palais tout en préservant son authenticité demande du temps sans compter les difficultés et surprises de la restauration. Les délais contractuels sont arrêtés à environ 3 ans, mais on ne peut pas toujours être sûr puisque la restauration, on trouvera toujours des découvertes, des surprises. Ça ne peut pas être précis. À quelques encablures et mitoyens de la mosquée Ketchewa se trouve un autre joyau architectural, le palais Hassan Pacha, datant du XVIIIe siècle. Ici, bureau d'études, architecte agréé et spécialiste du patrimoine travaille d'arrache-pied pour livrer ce projet dans les délais. À l'atelier de polychromie, Amira redonne vie à ces boiseries qui semblent tout droit sorties des 1001 nuits. Pour les faïences, Mohamed Houssine Bey y travaille avec une équipe. Il nous explique les procédés et techniques utilisés. Premièrement, on نديروا des photos. Deuxièmement, نديروا des tickets تاع le mur والespace اللي راه فيه. On utilise le plan تاعنا هذا les cahiers هذا تاع la faïence. Après نحوا الحبات تاع الفايونس من الحيط اللي راهم فراجيل اللي عندهم سيباراسيون بين لو مورتي والمور وكاين حبات بين المورتي والحبات تاعنا تاع لا فايونس. Quant aux peintures murales exceptionnelles ornant ce palais, méritent un traitement expert dont a la charge Aïda Menouer. C'est une aventure, c'est un défi assez impressionnant. J'invite tous les gens à se renseigner sur ce palais qui a dévoilé vraiment beaucoup de secrets. C'est une grande responsabilité en effet, donc on vit dans un stress continu en réalité depuis plus d'une année. On est conscient de l'importance de ce patrimoine, de l'importance de le transmettre de la manière la plus parfaite et intègre, on va dire. Restauration manuelle, réutilisation des matériaux d'origine et la difficulté de préserver l'authenticité des lieux, une mission passionnante et cruciale de la restauration pour cet héritage algérien ô combien important. Et voilà, c'était donc la restauration du palais Ahmed Bey Mostafa Bacha. C'est un reportage donc signé Lamia Boudbouda. Et sans plus tarder, donc nous allons rester dans le patrimoine et nous allons donc cette fois-ci aller du côté de la Casbah de Délice en compagnie de Samira Hadjamar. Siham aussi nous rejoint pour nous parler de prénoms, mais ce sera juste après cela. Mesdames, bonjour, bonne année, meilleurs vœux, bonjour. Beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de prospérité, Inch'Allah, pour cette année. Ça va? Alhamdoulilah. Ça va? Oui. Samira, ça va? Très bien. Ça se passe bien? On a passé un beau passage donc, du 31 vers le 1er? Oui, ça peut aller. De bonnes concessions surtout. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah, Samira? Concession ou résolution? Résolution et concession. Bon, ça va de soi, hein? N'est-ce pas? Oui. Ça va de soi. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà, effectivement. Et pour toi, Samira, ça oui, s'est oui, bien passé? J'ai décidé de faire du vélo. Ah, belle résolution. Oui, pourquoi pas? Bien sûr, il faut respecter la nature, l'environnement. Et puis, ça ne peut avoir que de bons impacts sur la santé, le bien-être, pardon, n'est-ce pas? Oui, voilà. C'est une bonne chose. Et on pourra aller finalement à la Casbah de Délice à vélo? À mon avis, il faudrait avoir un super vélo, bel électrique. Et encore, je pense que c'est un peu compliqué. N'est-ce pas? C'est à 100 km d'Alger. Je ne sais pas, 100 c'est beaucoup. Alors là, il y a Kémo qui te dit un VTT, ça te va pour nous emmener du côté de la Casbah de Délice? On va essayer, allez. On va essayer, allez. Avec 4 roues. Alors tu as 12 mois pour t'entraîner.
N'est-ce pas? حتى العام الجاي إن شاء حتى الله. العام الجاي إن شاء الله. Mais on va pas quand même attendre Non, 12 pas mois. On autant. va y aller quand même aujourd'hui. On va y aller. N'est-ce pas? Alors, Delhi, c'est à 45 km de Tizi Ouzou. Elle est à 100 km d'Alger. C'est une ville très, très jolie, très, très belle. C'est une ville qu'on peut visiter toute l'année. Il y a la mer, bien sûr. C'est une ville, comment on va dire, accueillante. Et le premier, parmi ceux qui l'ont décrite, c'est Léon l'Africain. Léon l'Africain dit d'elle que c'est une ville, entourée de forts puissants, de remparts, de murs et de remparts puissants pour protéger la ville, que ces gens s'habillent bien, que les habitants de la Casbah de Delhi s'habillent bien, tout aussi bien que ceux d'Alger, qu'ils sont généreux, qu'ils sont accueillants, et qui, sont connus pour les teintures. C'était des teinturiers. Oui. Voilà. Et on rencontrait aussi des habitants qui étaient habillés comme les pêcheurs. Et ils pêchaient beaucoup, beaucoup de poissons. Et d'ailleurs, ce poisson ne se vendait pas, il ne s'achetait pas, puisqu'ils le donnaient à tous ceux qui voulaient. Donc ils étaient extrêmement Et je pense que c'est une tradition qui continue. Je ne sais pas si tu me rejoins sur ça, Sirène, parce que nous avons reçu des invités de Délices qui sont venus d'ailleurs habillés en pêcheurs, très jolie tenue de marin. Pourquoi Léon l'Africain? Parce qu'en fait, c'est une ville qui lui rappelle beaucoup sa ville natale. Et c'est vrai que c'est sur des teinturiers, et du coup, ils sont habillés en couleur, ils sont colorés, donc tout ce qui est couleur est beau. Et du coup, ils sortaient de l'ordinaire, c'était un cachet. Voilà. Alors, si Léon l'Africain a dit ça, Idrissi lui dit que ils sont connus pour, Delhi est connu pour avoir des terres fertiles, fertiles pour la culture du blé par exemple, qu'il y avait énormément de moutons et de bétail. Mais Delhi, c'est pas que ça. Delhi, c'est une histoire qui remonte à très loin, qui remonte aux Grecs, aux Phéniciens. Elle a connu de nombreuses invasions. Elle a connu jusqu'à la dernière, qui est la colonisation française. Elle a connu énormément de civilisations. Delhi, c'est une petite casbah qui est en étage, en amphithéâtre, comme Alger en fait, mais qui se jette directement dans la mer. Alors, voilà. Nous sommes en train de voir de très très belles images de Delhi d'ailleurs qui défilent pendant que tu parles, Samira. Exactement, on voit la mer puisque la mer entoure Delhi. Il y a de très belles plages là-bas. Il y a le port bien sûr que l'on peut visiter. C'est très beau, c'est très agréable. Les maisons sont en pierre avec des toits en tuiles. Alors malheureusement la Casbah a été coupée en deux. Tout comme Alger, il y a la haute Casbah et la basse Casbah. Le colon français a décidé de faire passer la route en plein milieu, toujours pour couper, on va dire, la cohésion sociale, pour que les Algériens ne puissent pas se rebeller, ou du moins, c'est une façon de faire, pour construire la ville, on va dire, entre guillemets, européenne. Voilà. Délice, c'est Délice en arabe. C'est Tedlis à l'époque médiévale, c'est Rous Ouskourt pour les Phéniciens, et par contraction, c'est devenu Reçu Kuru. Voilà, j'ai réussi à le dire. Super. Les puniques, c'est compliqué à le dire, j'ai toujours problème. En résumé, ça veut dire quoi? Cap de la perdrix, manger petit à petit, ni imposteur ni perfide. Voilà, c'est des gens honnêtes. Discrétion ou mystère. Entre autres, Aradema. Donc tu vois, elle a eu beaucoup de noms. Là, nous avons justement une très très belle visite à l'intérieur de la Casbah. Oui. Et donc elle est un petit peu différente quand même de la Casbah d'Alger. Elle est pour moi très différente de la Casbah d'Alger, même par rapport à l'atmosphère. Alors, tu vois la lumière au milieu. La Casbah d'Alger, c'est construit sur une colline, donc ça change tout aussi. Pareil. Elle est construite à flanc de montagne. Et elle a de la lumière qui passe entre les maisons, à la différence de la Casbah d'Alger. La Casbah d'Alger, on est protégé contre la pluie et contre le soleil. Il fait bon en hiver et il fait beau en été, pardon. Bon en été, je vais réussir à le dire, et tout aussi bon en hiver. Je veux dire, il fait ni froid ni chaud. Les maisons, alors il y a des mosaïques à l'intérieur, il y a des fontaines, il y a des citernes de l'époque ottomane, mais aussi on l'appelle la petite Andalousie. Et pour te dire, le documentaire, les images qu'on a vues font partie du documentaire
documentaire de Hicham, notre collègue Hicham Daou, qui l'a réalisé. Le documentaire s'appelle La Petite Andalousie, parce qu'on lui reconnaît ça, puisqu'il y a eu des Andalous qui sont arrivés là-bas. Mais aussi, il y a eu des traces de l'Antiquité. On a des choses qui remontent à très loin. Il y a des vestiges romains, il y a une pièce en or. Donc une pièce de monnaie en or qui date de l'époque punique. On a retrouvé, alors on a des images, je ne sais pas si Mariam elle peut les passer. On a retrouvé la plus grande hache polie du Maghreb. On l'a retrouvée là-bas. Et on a retrouvé aussi des stèles votives, il y a de petites dolmens, donc tout ça pour dire qu'elle a une histoire qui remonte à très très loin. C'est pas seulement le colonial ou encore le XVIe siècle, c'est une histoire encore plus loin. Carrément jusqu'à la préhistoire, du moment qu'il y a eu des dolmens qui ont été retrouvés. Oui, bien sûr. Il y a eu aussi la guerre, hein, pas que là-bas, mais entre les chrétiens et les donatistes. Délis était un municipe, elle avait Tixirt et Taxept comme Castella, donc des villes de renfort, on va dire, pour la protéger. Voilà. Donc, on a énormément... Et dans ces villes, par exemple, Tixirt, il y a énormément de vestiges romains. Il y a des stèles votives, même en pleine rue, c'est-à-dire qui ornent, puisque les gens ont utilisé ces stèles pour construire leurs murs. Les murs de leur maison, voilà. Donc c'est très joli à voir. Donc toute cette région est très belle à découvrir. Au-delà du colonial, il y a aujourd'hui, il y a aussi, il faut parler des phares. Le plus récent date de 1886, si je me trompe, 81, pardon, c'est Borj Fnar, qui s'appelait du temps de la colonisation Ben Goat, mais il y en a un qui est encore plus ancien, il est daté de l'époque phénicienne, il n'est pas utilisé. Celui qui est utilisé, c'est Borj Fnar, qui peut émettre jusqu'à 95 km. Vous connaissez Délice, toi aussi, tu connais Délice. Tu vas manger à Tel Aouldo, tu vas visiter les saints, parce qu'elle est connue pour ses 24 saints. Tout à fait. Dans Sidi Ben Soussan, j'ai réussi à le dire. Je suis pas très côté est Alger, je suis plus côté ouest. Voilà. On va dire Césarée. Mais aussi c'est une ville d'artistes. Hein. Aujourd'hui, un grand bonjour à notre ami Mohamed Lamraoui, hein, aussi, qui a beaucoup fait pour la chanson Délice. On a l'écrivain qui est connu, qui était le directeur de l'ISMAS, des études de l'Institut d'art dramatique, Habib Ayoub. D'ailleurs, je me disais que de toute façon, la Casbah de Délice ou la Casbah de Cherchel, c'était pratiquement. Elles se ressemblent. Elles sont typées. Voilà. Toutes les Casbahs d'Algérie se. Notamment Césarée, Délice, Miliana. Oui. Elles ont un cachet spécial. Constantine aussi, Souera. Voilà. Constantine, il y a je dirais, la Casbah de Constantine, elle est vraiment en hauteur. Oui. Elle est très loin de... vraiment, il y avait une forteresse et tout, c'était vraiment la Casbah, la présence. Ouais. Mais bon, quand on parle de Délice, on parle de Césarée, c'est des villes coquettes, j'ai envie de dire. C'est des villes où il fait bon à vivre, etc. Voilà, et puis chacune a ses propres spécificités, effectivement, qui la différencient des autres Casbahs qu'on retrouve dans plusieurs villes d'Algérie, effectivement. Alors aujourd'hui, tu vas nous emmener où? Un prénom de la Casbah. Voilà, on va rester à la Casbah. Voilà, en fait, un prénom de la Casbah qui a disparu, malheureusement, voilà, et que je ne retrouve pas. Oh, oui, c'est le prénom de Tamani. Tamani. Ben oui, Tamani. Tamani, un ancien prénom très algérois. Quand je parle d'Alger, je parle de la Casbah d'Alger, la Casbah de Délice aussi, ça va de soi. Mais tout l'algérois. Oui, tout l'algérois. J'ai eu des amis. Voilà, des camarades de classe. Donc, dans l'algérois, c'est-à-dire Alger, Blida, ça peut aller jusqu'à Médéa et tout, mais c'est un prénom qui recule dramatiquement. Pourquoi ? La question, je la pose à vous, chers amis téléspectateurs. Oublier un prénom pareil, c'est-à-dire oublier tout ce qui est optimisme, tout ce qui est souhait, parce que Tamani signifie souhait, c'est vraiment souhaiter. Oui, c'est un petit peu la maman de Mounia, parce qu'il y avait déjà Tamani pour qu'il y ait après Mouna et Mounia. Donc Mouna et Mounia, ce sont les filles de Tamani, si on veut. Ça prend donc c'est plus ancien. Tamani. Ben oui, Tamani c'est souhait, ok, et ça prend. Bon, la racine est
Franchement, on revient très très loin en arrière, on revient à la mythologie arabe. La mythologie arabe où il y a une divinité qui s'appelle Manat. Et Manat, alors Manat, vous voyez le mim nun alif ta, Manat ou Munyatun, c'est la même racine, le radical il est là. Et quand on parle de Manat, on parle de la divinité de l'opulence, de la charité, de l'opulence et de la belle vie en fait. Voilà. Donc en fait, après on aura Mouna, Manat, Mouna, Mounia et aussi Tamani dans le pluriel. C'est des divinités païennes. C'est des divinités païennes, pré-islamiques, c'est normal. Exactement. Pré-islamique. Donc c'était à l'intérieur de la Kaaba. À l'époque pré-islamique, il y avait tout un panthéon. Oui. Il y a un panthéon, c'est comme ça, c'est un petit peu comme la mythologie grecque, parce que quand on parle, parenthèse, quand on parle de Houbel, on fait facilement le parallèle entre Houbel et Apollon, en fait. Les deux étaient divinités et dieux de la musique et de la poésie. Donc vous voyez qu'il y a quand même une mythologie un petit peu marginalisée, certes, on n'en parle pas, il n'y a pas assez de livres, mais elle a existé, elle a marqué des générations, elle a marqué surtout des prénoms, vous voyez. Donc, Tamani, Mounia, Amani aussi, actuellement, on a juste remplacé le ta par l'alif, donc Tamani, Amani, Mounia, Umnia chez certains. Alors tout ça, la racine, on la retrouve dans ce mot-là qui est la divinité Manat. Et c'est tout ce qui est opulence, souhait, le khair, tafa'ul, tout ce qui est optimisme et le bien-être. Voilà. Alors, un prénom masculin. On commence bien l'année finalement. Bah oui, un prénom masculin si vous voulez. Oui. Alors j'ai envie de vous parler de Abdelkader. Oui. Abdelkader, chez nous en Algérie, Abdelkader est bien présent. Et notamment quand vous partez donc de Alger-Ouest, comme je disais, n'est-ce pas? À Alger-Est, il y a à la Casbah de Délice, une pointe qui s'appelle Abdelkader. Très bien. C'est la plus à l'est. Donc quand vous partez d'Alger-Ouest, en commençant par Tipaza, Chlef, Mostaganem, Mascara, Tiaret, tout l'Ourani en fait. Tout l'Ourani, l'Est algérois et l'Ourani. Alors Abdelkader est présent dans chaque maison, même à Blida, j'ai envie de dire. Donc c'est le abd qui existe chez nous par excellence. Nous avons deux abd. Nous avons Abdelrahman et Abdelkader. Alors pourquoi? Parce que ça a un rapport avec deux grandes écoles soufis. Donc bien sûr Abdelrahman Ta'alibi qui lui-même connaissait Abdelkader par rapport à Abdelkader al-Jilani, donc un pôle soufi aussi. Et ça a été une école. Quand on parle d'une zawiya et du soufisme, on dit que c'était vraiment une école bien présente qui était là, qui enseignait. Donc le saint patron, si on veut, et le maître suprême, c'était Abdelkader. Maintenant, concernant la langue arabe en général, vous savez, nous avons 99 attributs de Dieu qualificatifs, l'Asma' al-Husna, et Al-Qadir en fait partie, d'accord? Alors, le premier... Qadir et Rahman, finalement. Oui, oui. Et quand on dit Abdelkader et Abdelrahman, on dit aussi Abdelbast, Abdelhaq, Abdelbaqi, Abdeltawab, etc. Bon, mais qui est le premier de ces Abd? Le plus ancien, non, Abdullah, parce que c'était même à l'époque païenne, il existait, du moment que même le père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a vécu dans cette période païenne, portait le prénom de Abdullah. Donc Abdullah est le papa de tout le monde. En fait, il existait même avant l'islam, vous voyez. Donc Allah, c'était un mot qui signifiait Dieu et qui existait même pendant la période pré-islamique. Et du coup, Abdullah, on va voyager vers d'autres, on va en trouver encore 98 et chacun va prendre sa part. Alors Abdelkader chez nous devient Qaddour, devient Qada aussi. Et Qada, là j'aime bien Qada parce que ça fait quelque chose, ça donne autre chose. À Masker, il y a beaucoup de Qada, effectivement. Oui, tout à fait. Alors Qada, pourquoi? Parce que ça donne autre chose, ça fait patron. Ça fait présence, ça fait force aussi. Qada, ça vient de Qiyada, effectivement. Ben oui, voilà. Exactement. Donc, et donc voilà, finalement, c'est le... Et Qaïdi, aujourd'hui, il y a des noms de famille qui s'appellent et qui sont en Qaïdi. Tu vois, mais il faut dire, quand on parle de Qada, c'est vraiment un diminutif d'Abdelkader. Donc Abdelkader, on imagine un bébé Abdelkader, on l'appelait Qada. Oui, voilà. Et ça reste mignon, ça reste joli. Oui. Un peu oublié, marginalisé. Je veux dire que c'est pas les Abdelkader qu'on surnomme Qada. Ça a été créé, un prénom. C'est-à-dire que c'est pas un diminutif. Maintenant, c'est un prénom à part entière. C'est un prénom à part entière, effectivement. Voilà. Donc Qada est un prénom en voie de disparition aussi. Est-ce que je peux te poser une question? Oui, allez-y.
Est-ce que tu sais s'il y a un prénom de masculin ou féminin pour 2025 qui est plus à la mode, qui est plus parce que j'ai l'impression qu'ils nomment par mode. Bah oui, c'est des vagues. C'est des vagues. Ça, c'est une question allergique, Siham. Oui, non, الهدى أنا مبرونشي قديم. Donc tu sais pas s'il y a aucune idée. T'as une idée? À une certaine époque, c'était Yanis, il y avait Raya. Oui, on est passé par les Yanis, on est passé par les Eliane, on est passé par les Yara, par je sais pas. Actuellement, franchement, moi je reste à. Ce sont des prénoms qui viennent d'ailleurs. Hein, c'est des prénoms qui. Non, c'est des prénoms, parfois c'est juste une sonorité. Oui. C'est-à-dire que si on va dans le fin fond de la chose, l'explication va nuire à certains, aux parents même. C'est-à-dire qu'un jour, une maman m'appelle et me dit, voilà, ma fille a eu un enfant, et voilà, j'ai pas voulu qu'elle s'appelle Malia, et ni Malia, j'ai dit Mania. Et là, j'ai trouvé ça affreux. Je lui dis, c'est dans votre numéro de téléphone, je vais vous appeler. Je lui dis, écoutez, Mania, c'est le maout en fait. Oh. Alors, et elle, c'est juste une sonorité. Elle a voulu remplacer le L par le N, comme ça, parce que ça faisait beau, parce que, bon, je ne sais pas pourquoi on l'a accepté, mais le manilleto, c'est la mort, c'est disparaître. Et c'est pas très joli du tout. Donc, il faut faire attention. Il ne s'agit pas de sonorité, il s'agit de présence, de profondeur, d'étymologie, de linguistique. Et je pense que c'est toute une histoire derrière un prénom. Est-ce qu'on a effectivement donc le choix? Pardon, excuse-moi. Est-ce qu'on a des chances, par exemple, de voir, par exemple, revenir des prénoms comme Mahrez, notre caméraman? Oui, bien sûr. Alors, Mahrez n'a pas disparu. Il y a Mahrez, il y a même à l'Est algérien le prénom de Mahrezia. Donc, au féminin, il existe aussi. Oui, tout à fait. Donc, Sidi Mahrez existe notamment en Tunisie, vu le saint patron de Tunis. À Tunis, le saint patron de Tunis, il y a deux saints patrons, c'est des Benarous et c'est des Mahrez. Et Mahrez, c'est celui qui est protégé. C'est celui qui porte un Harz. Donc, c'est un participe passé. Mahrez, c'est un participe passé, et c'est le mafoul, et qui signifie justement celui qui est protégé contre tout, contre les mauvaises influences, contre le mauvais œil, contre les mauvaises. Bon, c'est un très joli prénom et Maharzia existe aussi, bien qu'il soit un peu oublié. Ah bah, très très beau voyage, vous nous proposez les filles une année protégée. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup les filles de. Merci. Bah alors, on se retrouve vendredi prochain. Pardon, on se retrouve vendredi prochain. Voilà. Donc pour une autre escale que vous nous proposez. Merci beaucoup. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très très agréable journée à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dès demain à partir de 8h. Au revoir.